À la une de l'actualité présidentielle du 24 février prochain au Sénégal, les partisans du candidat Idrissa Seck font campagne à Saint-Louis. Élection générale au Nigeria, les électeurs de Kano, la plus grande ville du nord du pays, s'attendent à des élections pacifiques samedi. Et puis Donald Trump a choisi ce jeudi la confrontation en annonçant qu'il allait déclarer l'urgence nationale aux États-Unis pour construire un mur à la frontière mexicaine. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Sénégal, des militants du parti Romi et de son candidat Idrissa Seck ont fait campagne à Saint-Louis et ce, à quelques jours de la présidentielle du 24 février prochain. C'est la troisième fois qu'Idrissa Seck est candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. Le 24 février prochain, il affrontera 4 autres candidats, dont le président sortant Macky Sall, qui espère obtenir un second mandat. Mais en attendant le jour du scrutin, les militants de son parti Réumi font campagne à Saint-Louis. On le connaît comme étant un homme de vertu, un homme d'expérience, un homme sérieux, compétent. Ce sont ces critères qui nous ont décidé vraiment à prendre en charge sa candidature et à l'appuyer pour l'élection présidentielle de 2019. Qu'est-ce que vous reprochez ? Le Sénégal, qui a connu 2 alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, est présenté comme un modèle de démocratie en Afrique. Mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. À 3 mois des élections en Afrique du Sud, les coupures d'électricité qui plongent le pays dans l'obscurité illustrent la débâcle de ces entreprises publiques aux grandes dames du gouvernement. Celui-ci a annoncé un plan de restructuration d'Escom, l'entreprise nationale de production et distribution d'électricité. Mais les syndicats, comme celui des mineurs, s'y opposent et menacent de retirer leur soutien à l'ANC. Depuis quelques jours, des quartiers entiers des plus grandes villes comme des villages de l'Afrique du Sud sont à tour de rôle privés de courant électrique, victimes de l'incapacité du géant public Escom qui fournit 90% de l'électricité sud-africaine à répondre à la demande. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé un plan de restructuration d'Escom. Mais les syndicats, comme celui des mineurs, s'y opposent et menacent de retirer leur soutien à l'ANC en pleine campagne pour les élections du 8 mai prochain. Nous pensons que l'ANC continue à nous mentir quand ils disent que le démantèlement ne va pas se traduire par des suppressions d'emplois. Les gens qui veulent mettre de l'argent dans Escom disent « Si vous ne réduisez pas la main-d'œuvre, nous ne vous donnons pas d'argent. » N'oubliez pas qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour faire campagne pour l'ANC, des millions en fait. En tant que responsable, on ne peut pas ignorer les larmes de nos membres qui disent « Si l'ANC nous fait ça, pourquoi devrait-on continuer à soutenir l'ANC ?» Officiellement, ces coupures ont pour origine une série malheureuse d'incidents techniques qui ont affecté plusieurs centrales à charbon, aussi mal conçues qu'entretenues. Mais la panne est bien plus grave. Mauvaise gestion, détournement de fonds publics, absence de contrôle de l'État, Escom résume à lui seul le bilan inquiétant du règne de l'ex-président Jacob Zuma. Aujourd'hui, l'avenir du groupe est plombé par une dette abyssale de 27 milliards d'euros. Allons à présent au Nigeria où les électeurs de Kano, la plus grande ville du nord du pays, s'attendent à des élections pacifiques samedi alors que le pays se rendra aux urnes et ce pour élire un nouveau président et un nouveau parlement. Il y aura des tensions avant les élections et le jour des élections, il n'y aura pas beaucoup de tensions. C'est ce que je croyais. La seule chose qu'il y a peut-être lorsqu'il y a des trucages à certains endroits, c'est qu'il y a peut-être des débordements après coup. C'est probablement ce qu'il se passera après les élections. D'après ce que j'ai compris,
les gens de Kado sont bien préparés pour cette élection parce que vous pouvez voir beaucoup de tensions et les gens sont impatients d'arriver à temps samedi. Si on m'offre de l'argent, je le prendrai, mais je voterai pour mon choix. C'est un vote secret, donc je vais faire mon choix. 151 personnes ont été inculpées depuis mercredi au Cameroun pour hostilité contre la patrie et insurrection. Parmi elles, le principal opposant Maurice Kamto. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le vice-président de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. La plupart des inculpés a été placés sous mandat de dépôt à la prison principale de Yaoundé. Il y a eu une vingtaine de libérations provisoires de personnes qui ont présenté des garants et payé une caution pour comparaître libre, a déclaré Emmanuel Sim, vice-président du MRC et avocat. Mardi soir, Maurice Kamto et environ 150 de ses partisans, arrêtés fin janvier et en garde à vue depuis, avaient été emmenés au tribunal militaire de Yaoundé. Depuis, ils ont été présentés au juge par vague. Dans la nuit de mardi à mercredi, une première vague comprenant le leader du MRC a été inculpée pour rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie et transférée à la prison centrale de Yaoundé. Il existe une certaine différence. Les leaders sont poursuivis pour 8 raisons au total, tandis que beaucoup de militants le sont pour moins de chefs d'inculpation, a expliqué Sim. Tous les inculpés l'ont néanmoins été pour au moins hostilité contre la patrie et insurrection, a-t-il affirmé. L'hostilité contre la patrie est théoriquement passible de la peine de mort, toujours en vigueur au Cameroun, mais qui n'a pas été appliquée depuis plus de 30 ans. Maurice Kamto, 64 ans, avocat de renom et ancien ministre, est arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre 2018, loin derrière Paul Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif. Il qualifie depuis la victoire du président sortant, 86 ans, dont 36 au pouvoir, de hold-up électoral et a plusieurs fois appelé à des marches de protestation interdites par le pouvoir. Au Bénin, de nombreuses personnes sont toujours portées disparues dans un naufrage survenu ce mercredi sur le fleuve Niger. Les circonstances de cet accident ne sont toujours pas encore élucidées. Mercredi, sur le fleuve Niger, entre le Bénin et le Niger, survint un accident au niveau de la localité Sambera, côté nigérien. La pirogue surchargée a chaviré à quelques 200 mètres de la rive. Parmi les victimes, de nombreux Béninois venant de Karimama, précisément de Gorouberi, se rendaient à Ouna, au Niger, pour le marché. Plus de 100 personnes étaient à bord. Et vous savez, nos pratiques ici, les gens ne font pas la liste de ceux qui embarquent. Donc, on ne sait pas exactement le nombre de personnes, mais on a pu sauver 64 personnes. Grâce, parce que c'est au bord de la berge, donc des gens qui attendaient l'arrivée de la pirogue, des autochtones qui étaient là-bas, se sont jetés dans l'eau pour sauver 64 personnes. Mais c'était une estimation, je dis que c'est 100, peut-être c'est 120, peut-être c'est 80, peut-être c'est 75 personnes, on ne connaît pas exactement. Ce drame est l'une des conséquences de la non-observance des mesures de sécurité. Du côté des autorités, les dispositions doivent être renforcées. Les surcharges, les excès de vitesse, c'est la capacité de nos concitoyens à respecter toutes ces mesures préliminaires. En principe, sur le transport sur l'eau, il doit y avoir des gilets de sauvetage pour chaque passager. Cela demande donc un investissement particulier. Et si le propriétaire prend ses précautions, il en ira dans les coûts de transport. Parce qu'il faut bien qu'il amortisse cet investissement. Et donc, nos capacités notre action devrait être dans ce sens. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Le préfet sortira un arrêté interdisant la navigation à partir de 19 h, la surcharge et l'embarquement de passagers et de marchandises dans la même barque.
Hors du continent africain, aux États-Unis, le Sénat a approuvé à une écrasante majorité le compromis budgétaire négocié pour éviter une nouvelle paralysie budgétaire, et ce, peu après l'annonce que Donald Trump ne bloquerait pas cet accord, mais allait déclarer l'urgence nationale pour financer son mur à la frontière avec le Mexique. La Chambre américaine des représentants a approuvé ce jeudi soir un compromis budgétaire obtenu après d'intenses négociations entre démocrates et républicains pour éviter un nouveau shutdown. Le président Donald Trump doit désormais promulguer le texte, approuvé par 300 élus. 128 ont voté contre. Le Sénat l'avait déjà approuvé à une large majorité et la Maison-Blanche a indiqué que le président Donald Trump le promulguerait et annoncerait par ailleurs l'urgence nationale pour financer le mur qu'il a promis à la frontière mexicaine. Je dirais à tous mes collègues, Donald Trump a indiqué qu'il est prêt à signer la loi. Il va également signer une déclaration d'état d'urgence nationale dans le même temps. Et je lui ai dit que je soutiendrai la déclaration d'état d'urgence nationale. Depuis des semaines, les négociations tournent autour de ce mur que le président Donald Trump veut construire pour lutter contre l'immigration clandestine et dont l'opposition ne veut pas entendre parler, avec en fond la menace d'un nouveau shutdown si aucun accord n'était trouvé avant vendredi minuit pour éviter l'impasse budgétaire. Donald Trump a pivoté cette semaine vers l'élection de 2020 qu'il compte bien remporter avec un nouveau mot d'ordre: finissez le mur. Pas donc question d'abandonner sa promesse. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les destinations de la revue de presse Afrique de ce jour sont le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et parlant justement de l'actualité en Côte d'Ivoire, Bédié opte pour un scénario à la Bouteflika pour la présidentielle de 2020, nous apprend le sursaut. Situation socio-politique en Côte d'Ivoire, le Jour Plus nous révèle qu'après sa démission, Guillaume Soro se dresse déjà contre Ouattara. Coopération Côte d'Ivoire-France, Fraternité Matin annonce un tête-à-tête entre Ouattara et Macron ce jour. Au Niger, coup de force au PNDS. Pourquoi Mohamed Bazoum s'est-il fait désigner candidat en violation des textes du parti? S'interroge le Courrier en première page. Le Canard en furie souligne la grande confusion au sein du PNDS. On reste avec le Canard en furie qui s'interroge sur une possible rencontre entre Ama Amadou et Assoumi Massaoudou à Paris. Le point de l'actualité au Sénégal à présent. Appel à la subversion, à la violence, à l'insurrection. L'État menace Wade, écrit en manchette Vox Populi. Une information confirmée à la une de Sud Quotidien qui informe ses lecteurs que Macky met en garde Wade. Présidentielle 2019, Direct Info nous révèle les raisons pour lesquelles Wade ne soutient aucun candidat. Au Cameroun, le gouvernement a le dos au mur face à l'insécurité, se désole le Messager qui nous apprend également en première page que les transporteurs terrestres sont en colère suite à l'annonce des frais de lettres de voitures internationales. L'œil du Sahel nous informe de l'enlèvement d'un homme à Gang A. On reste avec le journal L'œil du Sahel qui écrit un gros titre. Hôpitaux publics, le ministre de la Santé réclame une meilleure prise en charge des patients. Et pour finir, on se rend au Burkina Faso. Visite du président de l'Assemblée nationale au siège de l'UPC et du CDP, écrit en manchette Le Quotidien. Le journal Le Pays, lui, nous fait savoir que plus de 55 milliards de francs CFA seront mobilisés pour soutenir les victimes de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Parlant toujours d'insécurité au Sahel, un cadavre piégé fait 2 morts à Djibo, peut-on lire en première page de Sidouaya. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce 12 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous.
Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.